En 52 avant Jésus-Christ, la Gaule est morte, son dernier chef est en cage, ses guerriers sont réduits en esclavage, sa langue va s'effacer, et pourtant c'est précisément à cet instant que commence la plus longue transformation de l'histoire européenne. Non pas la naissance d'une nation, quelque chose de bien plus étrange, la fabrication d'un peuple qui n'aurait jamais dû exister, parce que la France n'est pas une évolution naturelle. Ce n'est pas un peuple, une langue, une terre qui ont grandi ensemble tranquillement, c'est le produit d'une série de catastrophes, d'invasions, de conversions forcées et de réinventions identitaires successives étalées sur 6 siècles. 6 siècles pendant lesquels des Celtes, des Romains, des Germains et des chrétiens ont fusionné parfois violemment pour créer quelque chose d'entièrement nouveau. Et ce qui est troublant, c'est que personne à l'époque ne savait ce qu'ils construisaient. Revenons au début. Pas à Vercingétorix un peu avant, la Gaule de l'Antiquité n'est pas ce qu'on imagine. Ce n'est pas un peuple uni, une nation fière avec un roi et des frontières. C'est une mosaïque de tribus celtiques arvernes, éduins, séquanes, belges, qui se détestent, se combattent, s'allient et se trahissent en permanence. Il n'y a pas de peuple gaulois, il y a des peuples gaulois, des dizaines. Et c'est précisément cette division qui va permettre à un seul homme de les dévorer. Jules César arrive en Gaule en 58 avant JC avec une ambition simple et terrifiante, la gloire personnelle, le pouvoir politique à Rome, et pour ça, il lui faut une guerre. Une grande guerre. Une guerre qui le rende indispensable. La Gaule est le prétexte parfait. Ce qu'on oublie souvent, c'est que César ne conquiert pas la Gaule seul. Il la conquiert avec des Gaulois. Des Gaulois qui combattent pour lui. Des chefs tribaux qui voient dans l'alliance romaine une opportunité d'écraser leurs rivaux. Les Éduins l'aident contre les Helvètes. Les Rèmes l'aident contre les Belges. César est un stratège militaire de génie, mais il est d'abord un stratège politique. Il divise pour mieux conquérir. Et il y a de quoi diviser. En 8 ans, il soumet, massacre, réduit en esclavage. On estime qu'1 million de Gaulois sont tués pendant la guerre des Gaules. 1 million de plus sont vendus comme esclaves. Des tribus entières disparaissent. Le chiffre est discuté, mais l'ampleur de la violence, elle, ne l'est pas. C'est l'un des génocides les plus massifs de l'Antiquité, et il est à peine mentionné dans les manuels scolaires. Mais voilà ce que César n'avait pas prévu. Au moment où tout semble perdu, au moment où les tribus sont épuisées, divisées, vaincues, quelque chose se passe. Un jeune chef arverne, la trentaine, décide de faire ce que personne avant lui n'avait réussi, unifier les tribus gauloises contre Rome. Son nom est Vercingétorix. Ce qui rend Vercingétorix fascinant, ce n'est pas sa victoire. C'est qu'il comprend quelque chose de fondamental que les autres chefs n'avaient pas vu. La Gaule ne peut pas battre Rome en combat ouvert, les légions sont trop disciplinées, trop expérimentées. Alors il invente une stratégie de terre brûlée, détruire les réserves alimentaires, affamer les légions, forcer César à se retirer par épuisement. Et pendant quelques mois, ça fonctionne. À Gergovie, en 52, il inflige à César une défaite cuisante, une vraie défaite. Les légions reculent. César lui-même admet la chose, ce qui pour lui est une humiliation rare. Mais Vercingétorix commet une erreur. Il se laisse enfermer dans la ville d'Alésia. César construit autour de lui 2 lignes de fortifications concentriques, à l'intérieur pour bloquer les assiégés, à l'extérieur pour repousser l'armée de secours. Quand les renforts gaulois arrivent, plusieurs centaines de milliers d'hommes selon certaines sources, ils se heurtent aux fortifications romaines et sont repoussés. Vercingétorix rend les armes, il sort d'Alésia à cheval, en armure, fait le tour de César, descend de cheval et s'agenouille. C'est fini. Il sera emprisonné pendant 6 ans à Rome, exhibé lors du triomphe de César, puis étranglé. Un destin brutal pour un homme qui avait failli réécrire l'histoire. Mais voilà la question que personne ne pose vraiment. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour les Gaulois qui restent ? Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. La romanisation de la Gaule n'est pas une destruction brutale. C'est quelque chose de bien plus subtil et bien plus efficace. Rome ne cherche pas à éliminer les Gaulois, elle cherche à les transformer, à les rendre romains. Et pour ça, elle utilise des outils que la violence seule ne pourrait pas produire. Le latin d'abord. Pas imposé par la force, mais par l'utilité. Si tu veux commercer, si tu veux plaider en justice, si tu veux accéder au poste d'administration, tu dois parler latin. En 2 générations, le Gaulois recule. En 3, il disparaît presque entièrement des villes. Il survit un peu plus longtemps dans les campagnes, mais il meurt. Lentement, silencieusement. Les infrastructures ensuite. César et ses successeurs construisent des routes, des aqueducs, des amphithéâtres, des thermes. Lugdunum Lyon devient la capitale des Gaules.
une ville romaine avec un forum, des temples, des jeux. Et les élites gauloises, les fils des chefs tribaux vaincus, les envoient dans les écoles romaines. Ils portent la toge, ils parlent latin. Certains deviennent sénateurs à Rome. Au 1er siècle après JC, la Gaule est romaine, pas occupée romaine. La fusion est réelle. Un Gallo-romain de Lyon ne se pense plus comme Gaulois. Il se pense comme citoyen de l'Empire. Et c'est pour ça que la suite est si déstabilisante. Parce que, au IIIe siècle, l'Empire commence à trembler. Les frontières sont attaquées de partout. Les légions se muent en acteurs politiques. Elles font et défont les empereurs. L'économie se contracte. Les villes rétrécissent. Et du côté du Rhin, quelque chose se prépare. Les Germains, pas un peuple, pas une armée. Une constellation de tribus francs, alamans, wisigoths, burgondes, qui poussent contre les frontières romaines depuis des décennies, et qui, au IVe et Ve siècle, ne poussent plus. Elles entrent. Ce qu'on appelle les grandes invasions n'est pas toujours une invasion au sens militaire du terme. C'est parfois une négociation. Rome, affaiblie, a besoin de soldats. Elle recrute des Germains dans ses légions, elle leur cède des terres en échange de services militaires. Les Wisigoths s'installent dans le sud-ouest, les Burgondes dans la vallée du Rhône, et les Francs les plus importants pour notre histoire s'installent dans le nord. En 476, l'Empire romain d'Occident s'effondre officiellement. Le dernier empereur, Romulus Augustule, est déposé par Odoacre. Mais en Gaule, cet effondrement est presque imperceptible dans un premier temps. Les structures romaines, les villes, les routes, l'église continuent de fonctionner. Ce qui change, c'est qui commande. Et c'est là qu'entre en scène l'homme qui va tout changer. Clovis. En 421, Clovis devient roi des Francs-Saliens à l'âge de 15 ans. C'est un chef de guerre barbare, brutal, impitoyable. Il parle francique, une langue germanique. Il pratique le paganisme. Il n'a a priori rien à voir avec la Gaule romaine et chrétienne, et pourtant, c'est lui qui va poser la première pierre de ce qui deviendra la France. En quelques années, il étend son royaume par la guerre et la trahison, souvent les deux simultanément. Il bat le dernier gouverneur romain de Gaule, Syagrius, en 400-426. Il écrase les Alamans. Il pousse les Wisigoths vers l'Espagne. Et à chaque conquête, il ne détruit pas les structures administratives romaines, il les récupère. Mais le moment décisif, le moment qui va tout transformer, c'est la nuit de Noël 496. Clovis se convertit au christianisme. Baptisé par l'évêque Rémy de Reims, devant son armée et ses nobles. La scène est spectaculaire. Symboliquement, elle est explosive. Parce que Clovis ne se convertit pas à n'importe quel christianisme. Il choisit le christianisme catholique, le christianisme de Rome, de l'évêque de Rome, de l'Église qui contrôle encore des millions de Gallo-romains. Et en faisant ça, il réalise quelque chose de génial. Il légitime son pouvoir aux yeux de la population gallo-romaine. Il n'est plus l'envahisseur barbare. Il est le roi chrétien, le protecteur de l'Église. Le successeur spirituel au moins des empereurs romains. L'alliance entre les Francs et l'Église catholique vient de naître et elle va durer 5 siècles. Après Clovis, le royaume franc qu'on appelle la Francia se divise, se réunifie, se redivise. Les descendants de Clovis, les Mérovingiens, se déchirent. Les rois s'affaiblissent. Le pouvoir réel passe aux mains des maires du palais, les chefs de l'administration royale. L'un d'eux va refaire basculer l'histoire. Charles Martel. En 732, une armée musulmane venue d'Espagne remonte vers le nord. Elle pille, elle avance, elle menace le cœur du royaume franc. À Poitiers ou à Tours, la localisation exacte est débattue. Charles Martel lui barre la route, la bataille est âpre, les Francs tiennent, l'armée musulmane se retire. Ce n'est pas la bataille qui a sauvé l'Europe, ce récit est exagéré. Mais c'est une victoire militaire décisive qui consolide le prestige des Carolingiens, la famille de Charles Martel, et prépare le terrain pour son petit-fils, Charlemagne. En 768, Charlemagne devient roi des Francs. En 800, il est couronné empereur d'Occident par le pape Léon III à Rome. C'est un moment extraordinaire, la résurrection symbolique de l'Empire romain d'Occident, 3 siècles après sa chute. Charlemagne unifie sous son autorité un territoire immense, la Gaule, une partie de l'Allemagne actuelle, le nord de l'Italie, une partie de l'Espagne. Il standardise les lois, l'administration, l'écriture, il crée des écoles, les écoles palatines. Il impose le christianisme par la force parfois brutalement, comme chez les Saxons, qu'il contraint au baptême sous peine de mort. Et dans cet empire immense, une identité commence à se former. Pas encore française, mais franque. Une identité construite autour de la langue, de la foi, de l'allégeance au souverain carolingien. Mais Charlemagne meurt en 814. Et ses héritiers font ce que les héritiers font presque toujours. Ils se disputent l'Empire. En 843, ses 3 petits-fils signent le traité de Verdun. L'Empire carolingien est coupé en 3.
Lothaire garde le titre impérial et une bande centrale de territoire. Louis le Germanique prend l'Est, ce qui deviendra l'Allemagne, et Charles le Chauve prend l'Ouest. La foi Francia Occidentalis, l'ancêtre direct de la France. Ce traité est fondamental. Pas parce qu'il crée la France, pas encore, mais parce qu'il trace une ligne qui sépare les Germaniques de l'Ouest roman, une ligne qui va, au fil des siècles, devenir une frontière culturelle, linguistique, politique. La ligne du Rhin, à l'ouest de cette ligne, le latin populaire continue d'évoluer, se mélange avec le francique germanique et commence à produire quelque chose de nouveau. Une langue qu'on ne peut plus appeler latin et qu'on ne peut pas encore appeler français. Les textes de Serment de Strasbourg, rédigés en 842, un an avant Verdun, sont les premiers documents officiels rédigés dans cette langue proto-romane. C'est la première fois que le français écrit existe, même si personne à l'époque ne l'appelait français. Le 9e et 10e siècle sont des siècles de chaos. Les Normands des Vikings venus du nord pillent les côtes, remontent les fleuves, saccagent les monastères, attaquent Paris à plusieurs reprises. Les Carolingiens ne peuvent pas les arrêter. Le pouvoir royal s'effrite encore. Les seigneurs locaux les comptent. Les ducs deviennent de plus en plus autonomes. Le roi de Francia Occidentalis règne de moins en moins. Il règne sur un territoire de plus en plus petit, avec une autorité de plus en plus symbolique. Et en 987, les grands seigneurs du royaume prennent une décision qui va, sans qu'ils le sachent, changer la trajectoire de l'histoire. Ils élisent un nouveau roi, pas un carolingien, un homme d'une nouvelle lignée, Hugues Capet, comte de Paris. Les Capétiens, ils vont régner directement ou par leurs descendants jusqu'à la Révolution française. 8 siècles de continuité dynastique. Et c'est sous leur règne progressif, lent, patient, méthodique, que la France va réellement prendre forme. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui s'est passé entre César et Hugues Capet. En moins de 1000 ans, sur ce territoire qu'on appelle la Gaule, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Des Celtes ont été latinisés, des Romains ont été christianisés, des Germains ont été romanisés, et de ce mélange improbable, de ces couches successives de conquêtes, de conversions, de fusions, est née une identité nouvelle. Une identité qui n'était ni gauloise, ni romaine, ni franque, mais un peu tout ça à la fois. La France ne vient pas d'un peuple, elle vient d'une collision de peuples. Et c'est peut être pour ça que son identité a toujours été si difficile à définir et si passionnément débattue. Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, Hugues Capet, 4 hommes, 4 ruptures, et entre eux, des millions de gens ordinaires qui ont vécu, survécu, fusionné, sans savoir qu'ils étaient en train de fabriquer une nation. C'est ça, la vraie histoire de la France. Pas une naissance, une longue, douloureuse, improbable transformation.